ou est-ce qu'il y a de plus en plus de précaires énergétiques, ou est-ce que c'est parce que vous, nous, médias, acteurs, en parlent plus? On n'arrive pas à savoir. Non, c'est une bonne question. La précarité énergétique, il faut revenir à la définition pour comprendre est-ce qu'il y a une vraie augmentation ou pas. Et qu'est-ce que c'est une vraie augmentation de la précarité énergétique? La précarité énergétique, c'est à la fois les personnes qui mettent trop d'argent par rapport à leurs revenus pour se chauffer, et c'est les personnes qui n'arrivent pas à se chauffer correctement et qui donc ont froid. Donc on peut mesurer le taux d'effort énergétique, qu'on le mette à 8% ou à 10%, ça c'est assez facile. J'avais 10 tout à l'heure dans le chiffre que j'évoquais. Alors maintenant, l'Observatoire national de la précarité énergétique le passe plutôt à 8%. D'accord, mais 8% du revenu consacré à l'énergie. Quand on est au-dessus, on est précaire énergétique, mais ça c'est une question de seuil. Après la question du froid, là c'est une question subjective. Alors il y a des enquêtes, notamment l'enquête nationale logement de l'INSEE, qui à intervalles réguliers demande aux Français est-ce que vous avez eu froid pendant l'année écoulée et à cause de quoi? À cause d'un problème passager de chaudière, parce que vous n'avez pas de revenus suffisants, etc., etc. Et là, le sentiment de froid a beaucoup augmenté. En 1996, 11% des Français qui étaient interrogés disaient oui, j'ai eu froid dans l'année. Et en 2013, dernière année de l'enquête, ils étaient 19%. Donc c'est une augmentation forte. Est-ce que ça veut dire que objectivement, il fait plus froid dans les maisons en 2013 qu'en 1996? Sûrement pas, sûrement pas. Mais la sensation de froid a augmenté parce que le thème de la précarité énergétique est entré dans le sujet et c'est très bien. Il n'existait même donc pas on en a en pris 1996 et donc c'est devenu un problème social, personnel, politique d'avoir froid chez soi. Est-ce que c'est parce que les Français sont devenus douillés parce qu'ils ont des goûts de luxe? Non, parce que le problème du froid est un vrai problème qui, pour le coup, certes est une sensation, mais a des conséquences tout à fait réelles sur la santé des personnes. Une étude économétrique menée avec l'OFCE montre que, toutes choses égales par ailleurs, conditions sociales, familiales, etc., âge équivalentes, avoir froid chez soi, être dans un logement difficile à chauffer, augmente de 50% le risque de se déclarer en mauvaise santé. Donc ça, c'est objectif, même si le sentiment de froid... Donc ça a des incidences, j'allais même pour la sécurité sociale, sur les médecins, les médicaments. Un des points qui font qu'il y a un modèle économique à la transition énergétique dans le bâtiment, c'est que les personnes seront moins malades dans des logements bien isolés, bien chauffés, et donc ça veut dire beaucoup moins de dépenses de soins pour la puissance publique. L'un des corollaires de cette précarité énergétique. Juste un mot Ecohabitat, parce qu'après il y a des acteurs engagés dans des espaces différents, dans des lieux différents, mais Ecohabitat, parce que Christophe Février nous a bien expliqué son modèle, la façon dont il travaillait, par rapport à ce qu'il fait, vous vous retrouvez vous êtes dans le même créneau, c'est la même chose? Vous êtes la troisième voie, Ecohabitat? Alors, un petit peu différent, parce que Réseau Ecohabitat, c'est d'abord une association qui est... Vous avez vu comme c'est compliqué, hein? Ouais, on est dans des nuances, hein. C'est-à-dire que... En fait, on est un acteur local qui faisons de l'accompagnement de bout en bout. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu, notamment en Picardie, où on a démarré l'action, on s'est appuyé sur un réseau de bénévoles qui distribue, en fait, qui est le Secours catholique, qui a l'habitude, en fait, de payer des factures d'énergie à des gens qui, forcément, ne peuvent pas payer leurs factures. Et donc, du coup, il y a tout un tas de personnes qui, on s'est rendu compte, n'accédaient pas au dispositif de droit commun. Ne pouvaient pas, n'y avaient pas accès? En fait, des gens qui vivent avec moins de 8 € par jour et par personne dans un foyer ne se disent pas en fait, que c'est possible de faire 40 000 € de travaux aujourd'hui. Donc quand on a très peu tellement importante. Bah, c'est comme si moi on demandait de faire l'Himalaya. Vous voyez comment je suis préparé en fait. C'est juste pas possible. Donc, c'est possible. Donc dire à des pauvres en fait qui peuvent faire des travaux d'amélioration énergétique, c'est pas possible. Et quand bien même on pourrait leur dire que c'est possible, aller faire en fait 8 à 10 dossiers de subvention pour aller chercher les aides de l'ANA qui donne 50%, du conseil régional qui va donner 1500, 2000 €, du conseil départemental, de la communauté de communes, de la commune, et puis on va chercher un petit bout de gras à la Fondation Abbé Pierre, au Secours catholique, un prêt dans la famille, dans la banque. En fait, voilà, toute cette complexité administrative fait que les gens en fait n'y aillent pas. Et puis quand bien même ils auraient accès à ces dispositifs financiers, aujourd'hui un opérateur dit en fait, allez me chercher une entreprise, RGE, parlez-lui en fait, du gain énergétique en fait, à aller chercher, de la résistance thermique des matériaux à opérer, vérifiez bien qu'elle est RGE, etc. Donc, et quelle entreprise normale c'est un métier, hein, va aller chez des gens, alors c'est la population en fait, qu'on identifie, quand on parle de gens très précaires, ce sont souvent des gens qui sont forcément en précarité énergétique, mais qui sont dans des logements dits insalubres. Donc c'est pas des petits travaux de rénovation, c'est pas juste en fait une isolation des combles ou un changement de fenêtre, c'est repenser un programme de travaux qui tiennent compte aussi de ce que sont les gens dans donc c'est la des chantiers assez lourds en fait. Donc pour nous c'est des travaux qui sont en moyenne autour de 40 000 € et on n'arrive pas forcément à un niveau BBC avec 40 000 € de travaux. Donc il faut créer de la confiance entre
des bénévoles qui se disent avec toute cette misère, mon brave monsieur, en fait, on ne pourra pas faire grand-chose, des financeurs qui se disent chacun son pauvre, et puis de toute façon, un pauvre aussi un peu, souvent un peu... voilà, on n'a pas confiance dans les champs de difficulté qui pourraient profiter du système, donc chacun a son dossier. Et quand chacun se regarde en chien de faïence. Exactement. Et en plus, forcément, pour gagner du temps, on met du numérique. Nos Jean-Pierre, nos Ginette, en fait, en milieu rural, n'ont pas en fait accès à Internet. Et puis derrière, en fait, c'est la question de la confiance avec des entreprises qu'il faut aller chercher et à qui on va dire, écoute, on a des clients pour vous. Vous inquiétez pas, ils sont solvables. On ne sait pas quand ils vont vous payer parce qu'avec tous les dispositifs qu'il y a, et ça va arriver en arrive pas. Voilà. Et donc du coup, il y a juste en fait le fait de penser que c'est pas donc vous garantissez, je dirais, la fiabilité, l'ingénierie financière et la mise en place des artisans. On crée ce qu'on a entendu tout à l'heure, en fait, le rôle de tiers de confiance. Et dans le tiers de confiance, il y a la question de l'accompagnement social, prendre en compte le problème de handicap, de santé des personnes, de leurs moyens financiers. On a parlé du reste à charge. C'est un problème majeur aujourd'hui. On a les aides de l'ANA, ça c'est fromage, et puis après on a les certificats d'économie d'énergie, tous les programmes, ça c'est dessert. Pour une certaine catégorie de personnes, pour les plus précaires, il faut fromage et dessert, c'est pas l'un ou l'autre. Parce que quand il y a 15 000 entre 15 et 20 000 euros de reste à charge, c'est juste pas possible. Et on a des gens qui sont pas en capacité de s'endetter ou de faire un prêt sur 20 ans. Donc, pour des gens qui ne se chauffent plus, la question du financement des travaux avec les économies énergie, c'est juste pas possible. Donc c'est pas possible. Donc il faut mettre un petit peu plus d'argent pour des gens qui en ont un petit peu plus besoin en fonction de leur situation. Et surtout de faire des travaux, c'est comme l'appendicite. On ne fait qu'une fois l'appendicite. Donc pour des gens en précarité, c'est la même chose. Ils vont faire des travaux une fois dans leur vie. Donc il faut les optimiser. Très court, vous nous dites quand même en creux qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être aidées parce que le reste à charge est trop important. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. C'est un des freins majeurs. Et la question en fait de l'accompagnement, du tiers de confiance, accompagnement social, accompagnement technique, jusqu'à en fait à vérifier la qualité en fait des travaux et l'usage en fait de la maison. Parce que si on met un chauffage central par exemple, il faut. C'est un travail très très fin de ce que vous venez d'écrire. Oui, c'est un travail de dentelle. C'est vraiment. Et pour mais c'est possible. Famille, c'est un dossier particulier. Oui, absolument. Marie-Maud Gérard. Vous écoutez avec beaucoup d'intérêt. Alors, GERES, cette ONG internationale, vous en direz quelques mots, je suis sûr. Vous, la précarité énergétique, c'est un des domaines sur lequel vous intervenez. Pourquoi cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Parce qu'on se dit, c'est un lieu commun à Paris, il fait très beau, il fait très chaud, on est bien, il n'y a pas de problème de chauffage. Il y a quand même une précarité énergétique aussi. Oui, donc en deux mots, le GERES s'occupe de solidarité climatique. Donc, en poussant la transition énergétique à la fois ici en France, mais aussi dans les pays en développement, donc en Afrique, Asie. ONG américaine, si je dis une bêtise, non? Française? Non. Française? Non, excusez-moi. Non, on est basé à Aubagne. Ah, d'accord, c'est très américain, Aubagne, c'est sûr. Juste à côté de Marseille. Donc pourquoi on intervient en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est l'historique du GERES. Donc on est basé au départ à Marseille puis à Aubagne. Donc on a toujours travaillé dans cette région. Ça fait plus de 15 ans qu'on travaille sur la précarité énergétique. Qu'est-ce qu'on rencontre comme situation? Alors des logements qui sont super dégradés. Logements sociaux ou propriétaires? Alors on travaille chez les deux. Les deux, d'accord. Alors on travaille dans le parc social et dans le parc privé, mais en tout cas sur Marseille, on travaille rarement avec des propriétaires dans le parc privé. Parce que les gens qu'on voit, c'est des gens pauvres, modestes, qui sont la plupart du temps locataires. D'accord. D'accord. Juste locataires, parc privé, parc social. La précarité énergétique dans le sud, à Marseille, c'est quoi? C'est quoi? C'est donc des logements très dégradés, avec éventuellement pas de moyens de chauffage au départ. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y avait des vieilles cheminées qui sont plus utilisées, donc il y a des... Donc il n'y a plus de chauffage? Il n'y a pas de chauffage, il y a des systèmes de débrouille. Donc des chauffages qu'on il y a des chauffages électriques à huile. Éventuellement mobiles, à huile. Alors dans des logements qui ont été rénovés, on a des chaudières gaz. Mais nous, on voit des fois des chaudières gaz, mais on voit aussi beaucoup des poêles à gaz. Ça, on n'en voit pas beaucoup ailleurs, je pense. Des poêles à gaz, on voit des poêles à pétrole beaucoup, des radiateurs électriques. Qu'on charge en mettant des gros bidons, c'est ça La poêle à pétrole. Poêle à pétrole. Poêle à pétrole. Et concrètement, vous, dans l'ingénierie, dans le dispositif, vous arrivez, qu'est-ce que vous faites très concrètement? Oui, et je finis juste sur un point, il y a pas mal de vent. Et, il y a du vent, c'est vrai. Ça n'est pas pris dans les DJU, là, dans les statistiques thermiques, et ça réduit, ça baisse les températures de manière assez drastique l'hiver. Ouais.
Et l'autre problème l'été, c'est qu'il fait très chaud. Donc on a aussi des problèmes. C'est le débat de l'isolation pour qu'on ait un peu de fraîcheur dans un logement. Ventilation et isolation. Qu'est-ce que nous on fait? On fait de l'accompagnement des ménages. On va à domicile faire des diagnostics socio-techniques pour accompagner les ménages vers déjà prendre en compte leurs problèmes et puis pouvoir fournir aux propriétaires des petits rapports pour qu'ils sachent qu'il y a des problèmes dans leur logement et aller vers de l'amélioration. Qu'est-ce qu'il vous répond le propriétaire? Il vous dit c'est génial, c'est une super idée, je vais aider mon locataire? Non. Il dit ça le propriétaire en général? Alors, non, il vous accueille bras ouverts. Il faut réussir à aller jusqu'au propriétaire. C'est ça, non mais c'est pour ça que je fais un peu d'humour, parce que c'est un des sujets quand même. C'est pour ça que je voulais évoquer cette question, c'est qu'on est dans des situations qui sont très très complexes. C'est-à-dire qu'on est chez des locataires qui sont en bons termes ou pas trop, parce qu'ils n'ont pas forcément payé le loyer à l'heure. C'est ça, dans des logements très dégradés et avec des locataires qui ont des très faibles moyens. Donc il faut redonner de la confiance aux gens qui habitent ici et nous... le tiers de confiance, le fameux tiers de confiance. Donc il faut faire des premiers pas, même si c'est des petits pas. Il faut faire ces pas avec de l'installation de petits équipements. Nous, on travaille sur un fonds de petits travaux en associant une entreprise d'insertion, des artisans. Donc là, vous n'êtes pas sur le niveau de travaux à 40 000 €, les gros chantiers. Là, vous êtes sur des choses plus fines. On est pour l'instant sur des choses plus fines, mais de manière à ouvrir la porte pour aller vers des gros chantiers. Mais il faut donner cette confiance avant. Daniel Dubreuil, d'abord, dites-nous ce que vous faites, parce que Rénovons, pour être très honnête, je ne connaissais pas. J'ai dû aller voir, me renseigner. Qu'est-ce que vous faites? Et j'ai l'impression que tout se ressemble un peu. C'est pas une critique au demeurant que je fais, mais vous faites un peu tous la même chose. Alors Rénovons, c'est une initiative qui existe depuis 4 ans, à laquelle toutes les personnes ici présentes dans l'organisation font partie. Rénovons, c'est une initiative qui a vocation à rassembler tout le monde, un peu comme à l'exclusion énergétique, ou presque, exactement, parce qu'il y a une question aussi d'adhésion à la feuille de route de Rénovons qui comporte également un certain nombre de mesures qui visent à faire advenir et mettre en œuvre une politique publique ambitieuse de rénovation des passoires énergétiques pour lutter efficacement et durablement contre la précarité énergétique. Voilà. Politique publique qui n'est pas contradictoire avec l'idée qu'on libéralise un marché qui est une troisième voie menée par des opérateurs privés. C'est une question de chaînage des actions, d'articulation des acteurs, mais pour ça il faut un cadre cohérent, ambitieux et bien financé. Okay. Et d'ailleurs, je ne sais pas si M. Vallot est encore là, mais il est parti, mais c'est une belle tentative de mise en cohérence. Juste pour revenir un tout petit peu sur ce qu'on a fait, scander la nécessaire rénovation de la passoire énergétique. Donc ça, c'est bien inscrit dans le débat. Mettre aussi le focus sur la location des passoires énergétiques, qui est extrêmement pénalisante pour les locataires. On peut en avoir un exemple. Et puis d'avoir... L'idée de Boris Vallot était intéressante, du groupe socialiste, qui était de dire, vous ne relouez pas un appartement. Nous, on demandait l'interdiction de la mise en location des passoires énergétiques à partir de cette année. Alors oui, ça semble brutal, mais pour un certain nombre de raisons, il faut un vrai réveil des consciences sur ces problématiques-là, en fait, qui minent, qui sous-bassent en fait les fondamentaux, la cohésion sociale de la société. C'est ce que je voulais dire, et c'est pour ça qu'en fait, c'est toutes les initiatives alors on a l'impression qu'on est nombreux à faire la même chose. Mais en fait, on n'est pas du tout assez nombreux. C'est ce que disait Gilles Béraud. Il faudrait qu'on soit 10 fois plus. Il faudrait qu'on soit 10 fois plus puissant et organisé pour pouvoir que notre discours et nos solutions s'imposent par rapport aux priorités commerciales des uns et des autres qui empêchent justement la mise en place de ce cadre cohérent et ambitieux. Je vais juste revenir à un truc, c'est très court parce que déjà Bach commence je sens Bach arriver. Vous voyez. Dans les éléments en fait qui sont très alarmants, qu'il y a à prendre en compte en dehors du froid et tout, on a quand même sur l'année 2019 2 millions de ménages en plus qui bénéficient du chèque énergie. Donc si ça passe pas un saut un peu dramatique, moi je ne sais pas ce que c'est. On a une chute dramatique des travaux avant relocation chez les propriétaires bailleurs. Donc on passe de 25% en 2013 à 13% en 2018. On reloue sans travaux. Voilà, sans rénovation énergétique. De plus en plus. Donc ça veut dire que toute la politique incitative qui est menée ne délivre pas de résultats. Donc, et particulièrement pour les ménages qui sont les plus impactés. Il ne faut pas oublier non plus, donc on a dit, alors M. Legevin l'a dit, sur l'explosion des impayés, c'est hallucinant, 20% sur une année au premier trimestre de coupure d'énergie, d'électricité en l'occurrence. Alors qu'est-ce qui va arriver effectivement dans les prochaines augmentations de tarifs?
Là, on a une relégation complète. On a des gens qui se chauffaient pas assez, qui vont plus chauffer. Et un décrochage terrible. Voilà. Et on ne peut pas compter éternellement sur un climat doux en hiver pour obtenir des résultats qu'une politique publique n'amène pas. Ça, c'est pas possible. Ouais. Il faut passer à des moyens d'action concrets, comme le fait avec Doremi, comme le fait très bien Réseau Ecohabitat, comme le fait le GRS, exactement. Et vous terminez, je donne voilà, la parole à votre termine. ami Vincent Legrand. Je termine en disant qu'effectivement, il faut adresser la précarité énergétique à la bonne échelle avec les bons instruments pour prévenir une aggravation des crises sociales. Ce qu'a dit exactement M. Pierre-Jean Coulon tout à l'heure, il faut bien l'entendre. C'est-à-dire les répliques, les gilets jaunes, aujourd'hui les mouvements sociaux qui prennent de l'ampleur, ils ont pour base des fragilités énergétiques. Et il y en a beaucoup de pays dans le monde pour lesquels c'est le cas. Et on aura d'autres répliques en Europe sur cette question-là très bientôt. Donc c'est une question qui est extrêmement impactante au niveau social, qui est extrêmement impactante pour la santé. Si on doit retenir un indicateur de bien-être de notre société, c'est la santé des enfants. La santé des enfants, c'est l'indicateur de bien-être à long terme. Et là, ils sont en risque, dans ces logements-là, ils sont en risque au niveau de la qualité de l'air, au niveau du chauffage, au niveau de leur santé. Merci pour cette intervention engagée, militante, avec des chiffres extrêmement concrets. Vincent Legrand, vous le connaissez tous. Alors, vous n'êtes pas assez nombreux, dit votre collègue d'en face de chez Rénovons. Doremi, c'est quoi en quelques mots, parce que le temps presse? Alors, et je m'en excuse évidemment. Doremi, c'est quoi? Avant de vous répondre dans vraiment la partie concrète de Doremi, je voudrais dézoomer un tout petit peu et faire un constat. Aujourd'hui, on a parlé de précarité, on a parlé de climat, on sent qu'il y a des tensions entre les deux, on a parlé de diversité de ménages et on a parlé un tout petit peu de diversité de logements. Il y a des logements pavillonnaires privés, pavillonnaires, bailleurs sociaux, maisons individuelles ou copropriétés. Donc on a toute cette diversité-là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Un constat sur la partie, je dirais, qui rassemble tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on chauffe nos bâtiments? On chauffe nos bâtiments parce qu'ils fuient partout. Le terme de passoire est tout à fait approprié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si 45% de notre énergie, et on va dire plutôt 25% de chauffage est dépensé dans le bâtiment, si un quart de toute l'énergie française est passée sous forme de chauffage dans le bâtiment, c'est parce que ça fuit et qu'on chauffe les oiseaux, avec un quart de toute l'énergie française, transport, industrie, bâtiments réunis. Donc forcément, on se dit qu'il y a un enjeu d'accompagnement, certes, mais il y a quand même un enjeu de rénovation massive. Rénovation massive, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, les sports nationaux, c'est de changer des fenêtres et de changer des chaudières. Et les dynamiques, et alors là, je ne veux pas faire de polémique, mais pourquoi pas, je mettrai tout le monde dos à dos depuis des années sur la partie gouvernementale. Qu'est-ce qu'on fait depuis des années? Plus ça va et plus on se saupoudre pour faire des micro-morceaux de travaux. Et la dernière tendance, c'est encore pire. On ouvre les coprêts à taux zéro à des tout petits gestes de travaux, ce qui n'était pas le cas. Le crédit d'impôt, c'est pareil. Donc on est en train d'émietter totalement notre capacité à investir dans des choses un peu structurées du point de vue de la montée en puissance de la rénovation énergétique. Alors qu'est-ce que c'est Doremi? Qu'est-ce qu'on fait? On a fait le pari il y a quelques années de rendre accessible une rénovation qui soit beaucoup plus performante. Est-ce que c'est ultra performant? Non, c'est juste la rénovation réglementaire, c'est-à-dire dans le Code de l'énergie, et ça on ne l'a pas cité aujourd'hui. C'est vrai. Dans le Code de l'énergie 2015, depuis 2015, on a un texte qui dit l'objectif français, c'est de disposer d'un parc BBC de rénovation d'ici 2050, sur l'ensemble du parc. On en est loin. Alors on en est très 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 loin, et on n'est pas du tout dans les bonnes tendances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut mettre l'isolation de toiture, des murs, du sol, changement de chaudière, changement de fenêtre, changement de ventilation et étanchéité à l'air. Donc l'imperméable en plus du pull, si on veut. Il faut faire l'ensemble de ces travaux. Le top du top, quoi. C'est pas le top du top, c'est juste plus chauffer les oiseaux. Regardons-le différemment. Si on dit que c'est le top du top, on va dire cette rénovation-là, elle est réservée aux riches. Les autres n'ont pas la possibilité de le faire. Qu'est-ce que c'est Doremi? C'est rendre accessible aux ménages précaires cette rénovation. C'est juste ça. Voilà. Donc comment est-ce qu'on fait? On fait en sorte que les ménages les plus précaires puissent se payer une rénovation de ce type sans perdre de pouvoir d'achat. Donc avec un reste à charge le plus bas possible, voire zéro. En fait, sans perdre de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'ils payent une facture de chauffage avant travaux. Notre enjeu, c'est qu'ils ne s'occupent pas de regarder toutes les aides. Il y a 18 aides au niveau national, il y en a 2000 au niveau régional, départemental, intercommunal, communal.
Donc nous, juste, l'enjeu, c'est de faire ce qu'on appelle dans le jargon le OUF, hein, l'offre unique de financement, c'est-à-dire permettre aux ménages de savoir ce qu'ils vont payer après, qui est une mensualité de prêt, plus leur... Avant même que les travaux commencent, vous leur dites, voilà, ça sera ça. L'enjeu, c'est ça. Voilà. C'est de leur les rassurer, en ça. fait. Se dire, exactement. Voilà, on revient à l'idée de la confiance. Ouais. Ça, je suis tout à fait aligné là-dessus. L'enjeu, c'est de leur montrer qu'ils peuvent, après travaux, payer une mensualité de prêt plus toute petite facture de chauffage qui soit équivalent à ce qu'ils payaient avant. Donc ça, on le fait aujourd'hui. Nos rémis permet de faire ça pour 50%, enfin 50% de nos rénovations sont chez des ménages modestes ou très modestes. La limite de l'exercice, ce sont les très modestes, c'est les ménages en privation, enfin les très précaires, pardon, les ménages en privation. On évoquait qui ferment le chauffage parce qu'ils ne peuvent plus chauffer du tout. Donc là, on a quelques propositions que je n'aurai pas le temps de développer là, qui sont des propositions d'attachement à la pierre du prêt. Donc ça, c'est juste un teasing, je ne vous en dirai pas plus, mais si vous voulez qu'on en discute. Ça, c'est bien vendu, comme ça on ira vous voir à la fin. Voilà. L'enjeu pour nous, c'est que côté national, on puisse travailler sur l'ensemble de l'écosystème. Et je finirai là-dessus. Dorémy, qu'est-ce que c'est? C'est former les accompagnants. Les accompagnants, les relais locaux qui sont au contact des ménages, Espace Info Énergie, Opérateur ANA. Qui puissent faire un vrai diagnostic. Voilà, arriver à les former pour qu'ils projettent le ménage dans sa rénovation, dans sa bonne rénovation. Une bonne rénovation, c'est une réno performante. Et ça, on les aide à... Qui ne s'embarquent pas sur ça. Ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, former les entreprises. Et ça, c'est fondamental. Personne ne travaille sur cette partie-là au niveau performant. Il y a un gros travail des organisations professionnelles, etc. Le problème qui manque, c'est le niveau de performance. Aujourd'hui, on sait faire travailler ensemble sur chantier, en formation-action, formation sur chantier, des artisans, pour arriver à passer à des niveaux performants avec des tests qui sont extrêmement simples et peu coûteux, où tous les artisans sont présents pour voir s'ils ont réussi ou pas. Donc il y a une émulation, une stimulation. Troisième niveau, avoir des formateurs et des experts au niveau de chacun des territoires pour les former et pour suivre la qualité des rénaux. Et ça, c'est le quatrième point. Aujourd'hui, aucun acteur financier ne prend en compte les économies d'énergie dans la recevabilisation du ménage. Et c'est normal, parce que quand vous changez une fenêtre ou quand vous changez une chaudière, pour savoir exactement combien vous allez gagner, c'est extrêmement compliqué. Quand vous faites une réno complète et performante, c'est extrêmement simple de savoir combien vous allez économiser. Vous divisez par 4, par 6, jusqu'à 10 la conso de chauffage de votre bâtiment. Et ça, on a des exemples très concrets qu'on peut vous mettre à disposition pour alimenter ça. En fait, ce mécanisme-là de réduction des consos, il faut qu'on arrive à le faire prendre en compte au niveau national pour des rénovations dont la qualité est prouvée. Et ça veut dire travailler avec Bercy, avec la Caisse des dépôts, avec les acteurs financiers. C'est les derniers à accompagner, mais ce n'est pas les moins importants. Il y a un gros accompagnement des acteurs financiers pour qu'ils fassent aussi leur transition. Et ça, c'est un vrai enjeu. Il y a un travail de transition. C'est très riche ce que vous dites. Vous y mettez quoi dans cette grande cause nationale en deux propositions, Fondation Abbé Pierre? Quelques propositions déjà, on est tout à fait favorable à ce qui est ce signal important, que ce soit une grande cause nationale. En termes de communication, voilà, c'est très important. Ça doit s'accompagner d'un signal aussi politique avec un chef de file de la rénovation énergétique dans le gouvernement. Aujourd'hui, mais depuis des années, c'est partagé entre plusieurs ministres et ça nuit un peu à la lisibilité. Un signal norme avec l'interdiction à la location avec par étape des confort énergétiques, les FG, absolument. Donc on commence à aller vers cette direction, mais c'est encore beaucoup trop flou pour que ce signal norme il ait une efficacité sur les bailleurs qui se disent attention, ça va être bientôt interdit. Aujourd'hui, on ne sait pas quand, à quel niveau, ça, avec quelle sanction. sanction. Facile à faire, techniquement. Ça coûte rien et c'est facile à faire, mais c'est un choix politique. Mais c'est un choix politique. Voilà. Mais ça, ce serait une solution pour ceux qui sont les plus précaires du point de vue énergétique, qui sont les locataires du parc privé, pour lesquels aujourd'hui il n'y a pas de solution. Un signal financier, il faut qu'il y ait une aide Habiter Mieux Sérénité qui prenne mieux en charge les plus précaires dans leurs travaux ambitieux, complets, et pas simplement des petits travaux avec un reste à charge le plus bas possible. La proposition de loi de Boris Vallaud était une proposition pour aller à un reste à charge zéro, sans pour autant faire des cadeaux à tous les ménages, parce qu'on peut reprendre une partie de cet argent au moment de la transaction. L'article 4. Il faut que ce soit travaillé, il faut que le gouvernement s'en empare. En tout cas, là, on aurait des signaux qui diraient aux Français, aux propriétaires, aux copropriétaires, aux bailleurs, on va vers la rénovation énergétique, on met les moyens. Aujourd'hui, les moyens,
ils existent, mais ils sont un peu éparpillés et ils sont pas suffisants aussi, les moyens financiers d'investissement public. Avec la Fondation Abbé Pierre, on voudrait proposer à la fin de l'année d'avoir, toujours sur cette idée d'avoir un signal de lancement de ce grand chantier, d'avoir une journée de la précarité énergétique, comme il existe au Royaume-Uni, le Fuel Poverty Day, et que tous les acteurs qui sont intéressés fassent une grande journée de communication, d'action. Manuel Demergue, et on a presque fini. Et oui, voilà. Vous avez pris 2 minutes sur les 3 minutes. Oui, mais j'avais eu beaucoup de temps. Vous avez été très consommateur, non pas d'énergie, mais de mots. Il faudra vous partager tout ce temps. Allez-y, Madame Marie-Maud Gérard pour GERES, oui. La conclusion. Adapter les solutions aux besoins. Ouais, changement de micro. Voilà, adapter vraiment les solutions aux besoins des ménages et penser à l'accompagnement sur le terrain. L'accompagnement, ça veut dire ensemblier, aller coordonner les différents acteurs, donc ça c'est très important. Et penser toujours que voilà, c'est des ménages, c'est des gens, c'est des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont en précarité énergétique et des enfants, si on l'a évoqué. Et des enfants, et souvent des ménages monoparentaux, des femmes qui élèvent leurs enfants. Il ne faut pas les oublier et vraiment adapter les solutions à tous les ménages. Au plus près, en tout cas, des demandes et des profils des familles. Côté Rénovons, Daniel Dubreuil. Du côté Rénovons, on répétera oui, vous avez, on a déjà vu, dit. C'est-à-dire que 2020, si c'est la grande cause nationale qui est choisie, c'est la lutte contre la précarité énergétique, ce sera tout à fait l'occasion pour le gouvernement, notamment, de mettre en cohérence un certain nombre de déclarations et d'actes qui visent à en faire un objectif numéro 1 de sa politique sociale, avec concrètement les dispositifs qui accompagnent ces discours. Est-ce qu'aujourd'hui, l'écart est encore beaucoup trop grand? L'acte et la parole. Exactement. Franck Billot. Je dirais coalition des acteurs. Ce qui est hyper important, c'est de décloisonner. Il ne peut pas y avoir d'un côté ceux qui identifient, ceux qui financent et ceux qui feront les travaux. Donc à un moment donné, il y a la question des contrats de confiance, comme chez Darty. Il faut les faire en fait entre les acteurs pour pouvoir en fait apporter en fait les solutions les plus efficaces aux personnes. Donc privé, public, association. Vincent Legrand, 10 secondes, parce que Jean-Sébastien Bach, vous avez tout dit. Si vous voulez le revoir, parce qu'il a fait un teasing assez intéressant sur des propositions concrètes. Merci à Manuel Demergue, merci à Marie-Maud Gérard, merci à Franck Billot, merci à Daniel Dubreuil et merci à Vincent Legrand. Merci à vous.